Donc je vais présenter, le premier intervenant, Sébastien Devresse, de l'édition Maison des Langues. Donc Sébastien Devresse est titulaire d'un master en communication à l'Universidad de Barcelona, ainsi que d'un master 2 en francophonie et médiation interculturelle. Il a commencé sa carrière dans le marketing aux Pays-Bas, au Mexique et en Espagne. Passionné par l'interculturalité, il est devenu professeur de FLE en Turquie, puis en Espagne. En 2018, il a rejoint les éditions Maison des Langues comme responsable pédagogique pour le réseau culturel français au sein de cette maison d'édition, et dont nous allons l'écouter pendant 15 minutes sur la phraséologie, une méthode qui fait parler. Merci à toi et je te laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Alors, merci beaucoup Julia. Avant tout, sachez que je suis très heureux d'être ici avec vous. Donc, je vais commencer par partager mon écran, si vous me le permettez, pour qu'on puisse voir ensemble visuellement. Alors, c'est vrai que là, ici, l'objet est de parler un peu de la phraséologie et pourquoi nous, en tant qu'éditeurs, on a décidé de la mettre comme approche dans les manuels de FLE. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qui est concret, on va dire, dans le monde de l'enseignement et voir justement pourquoi cette approche, elle a été utilisée. Alors, ce qui est important déjà, c'est de parler des constats. Un premier constat, et j'aimerais bien qu'on regarde un petit peu cette vidéo un peu courte d'un étudiant qui exprime, alors je remets un peu le contexte, c'est un étudiant qui a étudié le français, donc c'est une vidéo qui est en anglais, mais tout le monde va être dans la capacité de comprendre. C'est un étudiant qui explique justement son arrivée en France et il voit qu'il y a des différences entre ce qu'il a appris et ce qu'il en est, on va dire, une fois son arrivée en France. If you're studying French and you think your French is good, that means that you haven't been in France yet. Because I've been here for 3 months now, and spoken French is completely different from what we learn. Like, I swear to God, they don't even say oui, they say ouais. They don't say d'accord, they say vas-y. They don't say j'ai faim, they say j'ai la dalle. And I don't know what that means, to be honest. They don't even say je suis, they say je suis. We lose un and wesh in every sentence, but I don't know the translation of them. They will say c'est quoi ça or c'est quoi after I spent 1 month to learn qu'est-ce que c'est cette chose-là. And here's the funniest part. When you start getting used to the language, they will start speaking in verlan or using Arabic words like wallah or hasul. Alors, je ne mets pas toute la vidéo, je mets juste la première partie, c'est ce qui nous intéresse. Et c'est vrai qu'il y a un premier constat de témoignage, on va dire, d'un apprenant. Il nous dit, le français parlé est complètement différent de ce que j'ai vécu. Et il y a une deuxième chose que j'ai trouvé ça assez intéressant, et ça c'est une vidéo que je montre et que j'utilise justement quand j'explique la phraséologie lors de mes formations, c'est je connais des expressions, je sais comment et quand les utiliser, mais je ne connais pas le sens. Et ça, c'est le principe premier, on va dire, de la phraséologie. Alors, il y a un deuxième constat. Au sein des éditions Maison des Langues, on avait réalisé une première enquête, mais je trouve en fait on retrouve des résultats qui sont combinés dans cette enquête qu'on retrouve sur la perception de la langue française dans le monde. Donc, c'est une enquête qui avait été réalisée dans un premier temps dans 6 pays, puis qui a été élargie cette année en 2024 dans 6 autres pays, et on retrouve des éléments qui sont assez intéressants sur cette perception de la langue française. Alors, bien sûr, je ne mets pas les aspects positifs, je mets les aspects justement problématiques, car notre objectif premier était comment pallier justement les perceptions qu'on peut avoir sur cette langue française. Donc, il y a un des premiers éléments, on va dire, qui était qui revient assez fréquemment, c'est que c'est une langue qui est jugée difficile à apprendre. Et le français est perçu en fait comme une langue assez complexe, notamment par rapport à sa grammaire, et voilà, ça, vous le savez bien, les nombreuses règles, les exceptions, et cela, ça peut freiner, on va dire, un engagement initial des apprenants. La deuxième perception qui était venue, c'était la prononciation. Souvent, elle est considérée comme un obstacle majeur, et donc la phonétique française, elle est souvent jugée, on va dire, difficile à comprendre et surtout difficile à reproduire. Et là, ça peut générer, on va dire, une insécurité, on va dire, à l'oral et un manque de confiance, une insécurité linguistique comme on peut avoir aussi dans certains cas. Ce qui est important de noter ici dans ces 2 points, c'est vrai que la perception qu'on peut avoir, ça ne veut pas dire qu'elle l'est, mais en tout cas, c'est la perception que ça donne. Donc, ça peut décourager certains apprenants, soit à commencer, ou soit en arrivant aux premières difficultés, tout simplement à résister ou abandonner. Un autre point que je trouvais qui était assez intéressant, c'était la langue peut être perçue comme exigeante en maîtrise formelle. Il est vrai qu'on a plusieurs formes normatives de la langue.
On a un niveau d'exigence souvent à l'écrit qui est beaucoup plus élevé et ça aussi, ça peut être des éléments décourageants pour les apprenants. Rien que l'utilisation entre le tu et le vous, pour certaines cultures ou pour certaines personnes, c'est déjà des concepts qui sont ultra complexes à assimiler. Et donc, c'est ce qui lui rend la langue, on va dire, ou enfin, qui continue à donner cette perception de langue assez complexe et ultra exigeante. Enfin, cette étude montre aussi en fait qu'il y a un manque de progression visible à l'oral. Et j'ai trouvé que ce point était assez intéressant, où dans la perception, alors ce sont des perceptions, hein, ça ne veut pas dire que ce sont les faits, mais les sondés avaient l'impression, on va dire, de stagner, avaient des difficultés à mesurer leur progrès, et parfois, donc ça peut impliquer, on va dire, une baisse de motivation et une baisse d'abandon. Alors c'est vrai que on a d'autres constats aussi, hein, c'est-à-dire qu'on peut avoir aussi les apprenants qui s'appuient sur la langue de référence plus que sur euh, la langue native, on va dire, la langue source. Et là, c'est important dans cette langue de référence parce qu'on va la retrouver. C'est-à-dire que les trois quarts de nos apprenants ont déjà appris une première langue, souvent c'est l'anglais, et se basent sur cette langue justement pour pouvoir apprendre la langue suivante. On peut avoir des erreurs fréquentes et des fossilisations qui peuvent apparaître. Ça peut induire aussi certaines erreurs dans la structure de l'apprentissage de la langue. Un des deuxièmes constats que nous, on a vu en tant qu'éditeur, enfin, c'est plutôt un retour terrain que j'ai eu quand je me suis déplacé dans différents pays où j'ai rencontré les différents centres. Alors, quand je dis centre, ça peut être bien sûr des centres de langue, ça peut être aussi Alliance française ou Institut français qui proposent des cours de langue ou des académies de langue. Par contre, c'est moins le cas, on va dire, sur des langues qui sont obligatoires. Mais par contre, ça peut être le cas quand on a des langues en option. Ça, je parle plutôt sur le système scolaire. Donc, on peut avoir la concurrence entre les langues. Il est vrai que ça, on le retrouve beaucoup en Asie, où les langues, l'apparition, on va dire, de l'apprentissage du chinois, du japonais, du coréen, est une nouvelle concurrence qui n'existait pas il y a 20 ans, on va dire, par rapport aux langues, à la langue française. Et puis aussi, il y a une concurrence entre les langues modernes ou les langues européennes. euh, où on peut avoir par exemple une concurrence entre l'espagnol, l'allemand et le français. Donc ça, c'est déjà un point qui est assez important. Donc c'est vrai que le premier constat sur la langue et la perception de la langue, mais on a une vraie difficulté à motiver et à attirer parfois sur les niveaux de langue. Un autre point aussi qui était important, c'était l'abandon. Beaucoup d'étudiants, et ça les chiffres le prouvent aussi, que après un niveau A1, A2, on a une forte baisse dans les chiffres qui sont indiqués. On sait très bien que par contre, si après on passe le B1, nos apprenants deviennent des francophiles, voire plus. Et enfin, les manuels ne sont pas toujours faits. Alors, dans les retours qu'on avait eus aussi, c'était que les manuels étaient faits plus pour les professeurs que pour les apprenants. Et ça pouvait aussi perturber, on va dire, certains de nos apprenants dans leur apprentissage, notamment quand il y avait des cours ou des arrêts de cours ou des temporaires où il était difficile de suivre et de travailler en autonomie. Enfin, besoin de formation pour amener le français parlé dans la classe. Ça, c'est quelque chose qu'on a remarqué aussi. Donc, à partir de tous ces constats, on a décidé en fait de créer une méthode avec une approche un peu différente de ce qu'on avait l'habitude de voir, qui est l'approche phraséologique. Alors, l'approche phraséologique, qu'est-ce que c'est? Bon, moi, au début, je ne savais pas ce que c'était l'approche phraséologique. Alors, au début, je pensais que l'étude des phrases. Non, c'est l'ensemble des tournures typiques d'une langue qui sont soit employées par leur fréquence, soit par caractère idiomatique. Souvent, la phraséologie, donc c'est la combinaison, on va dire, de mots partiellement ou totalement figés, ce qu'on appelle les unités phraséologiques. Moi, je préfère appeler ça les phrasèmes. Donc, à ce niveau-là, on retrouve souvent les collocations et les expressions idiomatiques. Là, ça me parlait un peu plus, on va dire, quoi. Donc, pourquoi on a utilisé ça? Et j'aime bien dans les formations où j'explique justement le concept de phraséologie, où je reprends en fait le terme de la phraséologie dans le discours scientifique et notamment la phraséologie en aéronautique, où à ce niveau-là, on a l'expression par exemple Mayday qui historiquement vient d'un aviateur qui était en difficulté au-dessus de l'Angleterre. Son avion, il était francophone, bien sûr. Il dit, il faut m'aider, il faut m'aider. À ce niveau-là, les Anglais, par convention, ont décidé que le Mayday était
pour exprimer, on va dire, un danger. Donc là, on arrive, et quel est l'objectif? Ben, il est de mieux communiquer. Le constat est parti. Il y a cette phrase en fait de Chomsky que je trouve relativement intéressante qui nous dit la chose suivante, que la compétence linguistique ou la performance linguistique permet de formuler un nombre indéfini de phrases grammaticales dans cette langue et de comprendre des phrases jamais entendues. Quand on élargit à la compétence phraséologique, on a des petites nuances et des choses qui s'ajoutent. Dans la compétence phraséologique, on a bien sûr la compétence phonétique et prosodique, la compétence lexicale et syntaxique est ajoutée à la compétence collocative. Et là, ce système de collocation, ça va nous intéresser. Puis, on a une compétence sémantique avec toute la partie métaphorique qui est utilisée dans les expressions. Et à ça, on peut ajouter de l'interculturel, on peut ajouter aussi du sociolinguistique et bien sûr la compétence pragmatique. Donc, on élargit, on va dire, cette dimension et ce qui permet justement de mettre un peu plus de sens dans sa manière d'apprendre la langue. Et ce sens passe essentiellement par l'oral. Alors, j'aime bien expliquer le phrasème. Généralement, on a un acte de parole qui est commandé à un café poliment. Dans ce café poliment, donc on mobilise le lexique, on mobilise la grammaire et on mobilise bien sûr les sons. Là, ici, le phrasème, c'est je voudrais. Avec je voudrais, je peux commander quelque chose poliment. Donc on a bien sûr les collocations, les expressions figées et ensuite les expressions idiomatiques. J'ai un exemple en fait qui est assez pertinent, qui est en tamoul, le poituwaram, donc je prononce très mal, qui veut dire en traduction littérale part et revient toujours. La traduction interprétative est au revoir, mais il y a un implicite culturel non traduisible qui est un aspect superstitieux. Si je ne te le dis pas, il pourrait se passer quelque chose à peu près comme ça. Donc, on arrive à la phraséodidactique, et donc l'objectif dans cette phraséodidactique, et je vais vous montrer à l'instant comment on a intégré ça dans une unité didactive, l'objectif est bien sûr d'introduire un peu plus d'idiomacité dans la langue. Et j'aime beaucoup ce que nous dit Maria Isabel González Rey, qui nous dit cette richesse, elle donne vie à la langue française, et on pourrait même parler d'une humanisation de la langue et de l'enseignement. Alors, comment on a fait? On a tout simplement inversé la pratique. Là, ici, je vous montre, on a un objectif de communication qui est parler d'un moyen de transport et donner son opinion. Donc là, ici, on a, je ne sais pas si vous observez, on a écrit, on va dire, la préposition qu'on utilise avec les moyens de transport déjà, et tout de suite, en fait, on va parler, c'est-à-dire que comment on va se déplacer, et donc l'apprenant tout de suite va déduire avec la préposition. Ensuite, on va utiliser un acte de parole avec un petit groupe. Puis ensuite, on passe à la suite de la leçon où l'objectif va être, avec le deuxième phrasème, donner son opinion avec c'est plus adjectif, ce n'est pas plus adjectif. Donc là, ici, on a un document qui permet de donner des éléments. On va vérifier aussi à l'oral avec euh, le, le- une manière une bonne intonation, on va dire, sur certaines phrases. On a les activités bémo qui permettent justement de revoir ce qui a été vu dans la page précédente. Puis ensuite, avec un système d'étiquette pour faciliter justement l'utilisation, on va demander aux apprenants de réutiliser le premier phasème, à savoir la préposition plus le moyen de transport, et ensuite donner son opinion avec c'est plus adjectif ou ce n'est pas plus adjectif. Est-ce qu'on a expliqué la règle? Pas du tout. Pas encore. Mais par déduction, on va dire, l'apprenant a réussi à placer ses phrases. C'est qu'après, en fait, on va commencer à expliquer. L'avantage d'utiliser cette méthode, c'est que ça fait sens, on va dire, pour l'apprenant. L'apprenant, avec ses phrasèmes, ses morceaux de phrases, ses chunks, il va réussir à communiquer, à faire des phrases. Et je dirais même plus, il va digérer et réussir justement à mieux appréhender la règle de grammaire et les fameuses exceptions qui arrivent. Donc là, ça, à l'acte de parole, on a clipsé la grammaire, le lexique et les sons. Une chose intéressante aussi, dans un précis de grammaire, on a un précis phonétique qui a été ajouté et un précis de communication. Donc je passe un petit peu rapidement sur les éléments. Avec cette méthode, prête à parler, donc on a été assez surpris, on a eu quelques résultats. Déjà, les apprenants parlent. Et ça, c'est quelque chose qui a été remonté, c'est-à-dire même les profs eux-mêmes ont été bluffés qu'au fur et à mesure des unités, il y a eu un déblocage qui a été fait. Ensuite, il y a une meilleure appréhension de l'écrit, c'est-à-dire que les apprenants
parce qu'ils arrivent à parler, etc., ils se sentent beaucoup plus en confiance pour l'écrit, ils réussissent mieux l'écrit. Alors que si on se base, on va dire, sur une approche où la grammaire est trop présente, ça va bloquer justement euh, certains apprenants, pas tous bien sûr, hein. Enfin, on a été surpris aussi parce que le choix de la collection a été choisi aussi par des centres, notamment des universités, dont les pays de la langue source étaient assez proches du français, comme des pays hispanophones ou lusophones. On pensait souvent en fait que cette méthode a été faite initialement par et pour surtout des pays dont la langue était relativement éloignée. Tout ça pour dire que nous, on a les éditions Maison des Langues avec cette méthode qui s'appelle Prêt à parler. On a voulu intégrer la phraséologie, phraséodidactique pour permettre justement de structurer l'ensemble des actes de parole et je dirais d'éviter aussi les erreurs issues de la transposition de la langue maternelle, mais aussi de la langue de référence comme l'anglais. Enfin, l'objectif est de mettre de l'idiomacité dans le discours, et ceci pour parler avec fluidité, mieux comprendre l'autre et enfin communiquer plus efficacement. Il me semble que j'ai respecté les paroles qui ont été données, donc je donne la parole à mes camarades. Merci beaucoup, c'était parfait au niveau du timing. Donc merci pour cette présentation qui est inspirante, notamment en termes de méthodologie de l'oral. Et donc on va sans plus attendre donner la parole à notre deuxième intervenante. On échangera à la fin de la table ronde. Donc notre deuxième intervenante, Mabrouka Bouabdi. Je vais partager de nouveau mon écran pour présenter. Donc Mabrouka Bouabdi de l'université de Sousse en Tunisie. Étudiante en doctorat en linguistique française à l'université de Sousse en Tunisie, son sujet de thèse s'intitule Les marqueurs discursifs exprimant la concession en français entre langue et discours, perspective pragmatique. Dans le cadre de sa recherche, elle a effectué un stage de 3 mois au sein du laboratoire d'ILIS à l'université de Rouen et elle travaille actuellement en tant qu'enseignante vacataire à l'Institut supérieur de l'informatique de Médénine à l'ISIMED. Son enthousiasme pour l'enseignement l'amène à diversifier les sujets abordés afin d'enrichir l'expérience pédagogique et stimuler l'intérêt des apprenants. Et donc nous allons l'écouter. Mabrouka, est-ce que vous êtes connecté? Oui, je suis là. Oui, Bonjour. bienvenue. Euh, Merci. donc, nous allons vous écouter pendant 15 minutes pour votre présentation Innover dans l'enseignement-apprentissage de l'oral en FLE, objets, ressources et pratiques en contexte hétéroglotte. Et je vous donne la main sur le partage. Merci, madame. Merci beaucoup. Vous pouvez commencer si vous voulez. Bonjour. Alors, aujourd'hui, je vais présenter ma communication qui s'intitule Les registres de langue et la formation française de l'apprenant de l'enseignement public tunisien, analyse et perspective. Le plan de mon travail s'organise comme suit. Je commence avec une introduction, critères des 3 registres en question, activité de distinction entre les registres, 4 contraintes, perspectives, conclusions et bibliographie. Pour l'introduction, je commence avec la place du français, qui est une langue seconde et première langue étrangère. Elle est donc la langue de la spécialité aussi non linguistique. Et ma problématique elle consiste à poser quelques questions, à savoir quelle forme du français prédomine l'enseignement tunisien. Et quels sont les impacts de cette prédominance sur l'enseignement et plus particulièrement sur l'apprenant de la langue française. L'objectif est de montrer que l'enseignement tunisien est basé surtout sur le registre standard et l'intégration de registres familiers s'avère indispensable. L'objet d'étude, c'est bien sûr, comme le titre l'indique, c'est l'enseignement public tunisien.
Pour mon hypothèse, donc, je dirais donc, puisque le registre familier appartient à tous les milieux sociaux, il n'est pas vulgaire, il apparaît dans des œuvres littéraires et surtout il n'est pas diatopique, il mérite donc d'être intégré à l'enseignement pour assurer un enrichissement et une variation linguistique. Notre premier point, donc quelques critères des registres en question. Pour le registre soutenu, il s'agit des situations formelles et contrôlées. Et une pas spontanée nécessite une grande concentration. Les mots et les expressions sont recherchés dans le souci de bien s'exprimer. Le vocabulaire est insolite, littéraire, poétique, rare et technique. La syntaxe est généralement complexe avec des phrases longues, tournures élaborées. On utilise des temps verbaux rares comme le plus que parfait de subjonctif. On emploie aussi les figures de style comme la métaphore, la létote, l'oxymore, etc. Et en ce qui concerne le registre standard, donc ils s'emploient dans les échanges oraux écrits de type professionnel officiel. Ils impliquent une distance entre les interlocuteurs. Le langage est correct, aussi bien lexical que syntaxique. Il est facilement compris aussi. Le standard. Donc, la syntaxe est généralement simple et correcte, avec des phrases simples, parfois complexes. On utilise des temps verbaux usuels comme l'indicatif, subjonctif présent et conditionnel présent. Ce qui nous intéresse, c'est le registre familier. Il s'agit donc d'une langue qui n'est pas parfaitement correcte, mais qui reste quand même acceptable sous certaines conditions. On a donc ici une liberté de s'exprimer qui reflète une spontanéité. Le vocabulaire et la prononciation sont relâchés. On utilise des phrases courtes et juxtaposées. Ce qui est intéressant aussi, c'est l'authenticité du registre familier. Et il s'agit d'une langue familière qui est considérée comme une adaptation à une situation de communication comme la conversation au sein de la famille. Ce registre est compris par tout le monde. Il suppose en principe l'absence de tout lien hiérarchique rigide entre les interlocuteurs. Et aussi, il ne marque pas une appartenance au groupe social. Contrairement au vulgaire, il n'est pas la langue des milieux sociaux peu cultivée qui manque l'éducation, mais utilisée verticalement du haut en bas de la société française. Deuxième point, il n'applique pas de jugement moral sur le contenu des termes, sur leur sens, contrairement au grossier et trivial, mais il marque un écart par rapport à la langue écrite et au bon usage. Notre deuxième point, c'est l'enseignement, l'apprentissage qui est basé sur le soutenu et le standard. On apprend donc dès la deuxième année primaire des lettres, on commence à apprendre des lettres, des chiffres, on commence à lire des textes courts, des mots, des phrases, jusqu'à arriver donc aux œuvres littéraires. Pour le vocabulaire, on apprend à comprendre les sens des mots, la synonymie, l'antonymie. On donne aussi de l'importance à la conjugaison, à l'accord, aux formes et types aussi de phrases et leurs fonctions. On distingue les constituants de la phrase, groupe nominationnel, groupe verbal. On distingue aussi les compléments essentiels, non essentiels. On utilise les infinitifs après les prépositions telles à, de, par, pour, sans. On relève un aspect soutenu d'un texte à partir des connecteurs logiques utilisés. On apprend aussi à utiliser les figures du style, les connecteurs logiques aussi. On distingue le discours rapporté. On comprend on comprend des textes, on répond aux questions qui, comme donc déterminer, voilà, donc déterminer le sentiment du poète ou un narrateur. On relève les temps utilisés dans un récit. On utilise l'expression du groupe verbal et groupe nominal, les champs lexicaux, champs sémantiques, les mots de reprise. On apprend aussi la ponctuation. On argumente pour ou contre un point de vue ou bien nuancer un point de vue. On distingue la phrase simple et complexe, principale et subordonnée. On rédige un article de presse, par exemple, on rédige des lettres formelles. On apprend aussi la situation des dénonciations. On apprend comment utiliser les verbes introducteurs.
Et pour l'enseignement universitaire, spécialité linguistique, on se concentre surtout sur la littérature, la linguistique et la production et compréhension orale, la production et compréhension écrite. Et on rédige surtout pour les spécialités non linguistiques, comme les sciences de l'informatique, des écrits professionnels. Voilà, j'ai apporté l'image des programmes de sciences de l'informatique. Je passe vite. J'ai relevé quelques activités de distinction entre le registre tiré des manuels. Bah, donc, l'apprenant, il doit parfois déterminer, identifier un registre, voilà, donc d'un mot, et puis il va trouver son équivalent appartenant à notre registre. On comprend le registre familier comme une langue parlée et le registre courant. On identifie parfois les registres des différentes lettres formelles et informelles. On compare les registres de langue utilisés dans le récit passé simple et ceux utilisés dans le discours. On détermine les registres employés dans le texte. On relève les éléments de vocabulaire du syntaxe qui montrent que le narrateur utilise une langue parlée familière. On identifie dans d'autres exercices le narrateur à partir de registres employés. On explique aussi pourquoi un texte est écrit sur un ton familier. Parfois, des exercices proposent de transformer un texte ou une phrase d'un registre à l'autre. On réécrit des phrases du familier au manuel, comme j'ai trouvé dans le manuel de troisième année lettres, page 70. Voilà, c'est le témoignage. Puis après, on justifie d'autres exercices propose de justifier le recours des modes et des tons. On explique le sens de certains mots et expressions qui appartiennent au registre familier comme Grandet qui dit adresse récapitulatif pardon, des valeurs et langue courante et langue littéraire. Même si on trouve des exercices qui proposent la distinction entre les registres familiers, soutenus et standards, on se concentre surtout, notre enseignement se concentre surtout sur le registre standard. Puisque donc quelques contraintes, donc la contrainte c'est de mettre à côté le registre familier, mais pourtant on trouve des conversations qui contiennent des mots et des expressions familiers. Comme j'ai relevé dans cette image, et une conversation et l'essentiel, c'est de relever les types et les formes de phrases et on laisse de côté donc l'aspect familier dans la conversation. Il n'est pas donc indispensable. J'ai relevé aussi un poème intitulé Conversation où on apprend le poème sans le classer ni étudier son style. Voilà le poème qui contient des expressions, des verbes qui relèvent du registre familier. Ça flotte, ça mijote. D'autres contraintes relevées du manuel de 8e année de l'enseignement de base, dans la section Je me value, je lis donc ce sont des contraintes. Je lis correctement, couramment un texte. J'utilise le vocabulaire et la structure qui conviennent. Je respecte les règles de la communication orale. Je présente, explique mes choix de lecture. Je justifie mes choix de lecture. J'utilise une langue claire et correcte. Ça, c'est la contrainte. Voilà le tableau. J'ai trouvé aussi une discussion, un exercice, une discussion avec le membre de famille à propos d'un métier qu'on souhaite exercer plus tard. Cette discussion est faite selon des contraintes, comme la langue doit être correcte, il faut respecter l'articulation de mots et le vocabulaire doit être riche et varié. Voilà, c'est le tableau ce que j'ai relevé. Contrainte aussi, donc comment réussir un exposé oral? Le niveau de la langue à adopter est celui de l'usage commun, registre courant. L'usage familier étant exclu. J'utilise une langue correcte, un vocabulaire adapté au thème. Je présente mon exposé. J'utilise une langue correcte. Voilà l'image. J'ai relevé aussi un tableau où il y a d'autres contraintes.
Il paraît donc que ce type de remarque se répète à plusieurs reprises dans les manuels scolaires. La distinction entre les registres est un but qui existe dans les manuels. Par contre, ne sont pas cette distinction, puisqu'on a besoin non seulement de les différencier, mais aussi de les utiliser convenablement et couramment. Le but aussi des manuels scolaires est d'enrichir le registre courant par le registre soutenu. On a remarqué aussi que même pour les activités orales, le registre courant est le seul recommandé. On jette une vite la diversité des pratiques langagières car l'objectif est de dégager les structures dominantes pour amener la langue à un système unique. L'objectif de l'enseignement, donc, se limite à fixer le vocabulaire et les structures à enseigner en fleu. L'apprenant, donc, il ne va pas recevoir des compétences suffisantes pour la langue étrangère d'apprentissage. Spécialité à l'université, ils considéraient, mais ils ne disent pas que l'apprenant et l'enseignant peuvent le pratiquer en classe. Donc, on dirait donc que le familier est imposé par les textes littéraires et uniquement un objet d'étude. On confirme ainsi que les leçons de l'école n'introduisent pas à la communication, mais à une forme socialisée de la communication. On dirait aussi que les outils qui servent à analyser l'écrit ne s'appliquent pas aux phénomènes et tournures qui relèvent de l'oral. Pour les perspectives, donc on propose une variation, donc il n'est pas vraiment question d'une proposition d'une variation diatopique, mais de pratiquer la langue parlée, partagée par tous les natifs. On pourrait aussi modifier quelques activités qui existent dans les manuels. Il faudrait aussi considérer, ne pas considérer les erreurs comme mal jugées. Il faudrait aussi exploiter des documents authentiques, des interviews, des corpus oraux, des discours politiques comportant le lexique familier. On apprend l'accent des natifs, on gagne l'autoconfiance, c'est surtout avant le souci de correction des erreurs. Donc, les erreurs ne seront pas un obstacle quand le pronom à prononcer son intention. Et connaître les deux registres corrects n'implique en rien la maîtrise du français, puisque la maîtrise de la langue parlée contribue à mettre à l'écart des termes grossiers et vulgaires qui se avec le registre. Je passe. Euh, est-ce que vous m'entendez, Mabrouka? Parce que là, on a un Pour petit... ma conclusion, famille est indispensable. Dès le plus Alors, je crois qu'on a un petit problème technique juste sur votre conclusion. La Nous vous distinction entendons. entre l'étude d'un texte littéraire et une conversation authentique relevant de l'oral de tous les registres de langue, une révision des programmes pour une formation et la relation verticale avec l'enseignant. Oui, oui. Oui, on a juste un petit Est-ce que vous m'entendez? oui, on a un petit problème technique sur votre conclusion. Peut-être est-ce que vous pourriez juste l'afficher pour que voilà, ouais, afficher l'écran de la conclusion. Et si vous voulez conclure en 30 secondes, maintenant on vous entend mieux. Je crois qu'elle a été, oui, je pense que bon, elle a été déconnectée. Bon, mais alors, je remercie, je remercie quand même Mabrouka donc, pour son intervention qui se complétait bien en fait avec donc l'intervention de Sébastien avant sur la phraséologie. Et j'espère que elle pourra revenir pour les questions et peut-être pour développer un petit peu sa conclusion qu'on n'a pas pu entendre à cause d'un problème de connexion. Donc, nous accueillons maintenant le dernier intervenant. La dernière intervenante, excusez-moi. Donc, Sana Sassi de l'Université du Koweït. Est-ce que vous êtes connectée? Bonjour, oui, je Bon, suis là. bienvenue.
Merci. Donc pour cette troisième intervention sur cette table ronde, je vais vous présenter brièvement Sana Sassi de l'Université du Koweït. Sana Sassi est docteur en littérature française du Moyen Âge, Paris-Sorbonne. Sa thèse porte sur les réécritures des romans de Chrétien de Troyes du XIIIe au XVe siècle. Elle a publié cet ouvrage chez l'Harmattan en 2018 sous le titre Les réécritures des romans de Chrétien de Troyes. Aujourd'hui enseignante-chercheuse à l'Université du Koweït, elle y enseigne le français et ses cultures. Elle est également examinatrice d'ELF-DALF TEF, certifiée Télé 5 Monde et chercheur associée au CREFREPA CNRS. Elle réside au Koweït et contribue activement à la francophonie dans la région. Donc je vous laisse la main pour partager votre présentation et nous présenter pendant 15 minutes. Allez, je crois que on y est. Hop, hop. Parfait, Est-ce que vous voyez mon écran? très bien. Ok, super. Peut-être afficher la caméra en espérant que ma connexion soit bonne. Tac. Voilà, bonjour. Bonjour, enchantée. Ok, merci, merci. Donc, merci beaucoup, merci Tiffany et merci aussi au comité d'organisation pour tous les efforts donc fournis en amont de cette journée. Je suis très très heureuse de participer à ce colloque et donc je vais vous présenter une communication que j'ai donc. euh, tac, tac. Est-ce que vous voyez mon écran ou pas? Non, en fait, le partage a été Ça a arrêté. coupé. Vous pouvez Ok, repartager donc votre corps. ouais, je reprends. On va voir. Est-ce que vous voyez mon écran? Parfait. Ok, super. Donc, ma communication, donc, je l'ai intitulée La confiance en soi, donc, comme clé du déblocage. Et en sous-titre, on va dire, mon français écrit brille, mon oral tous. Et c'est une étude, au fait, qui part de mon expérience personnelle en tant qu'enseignante de FLE au Koweït. Donc, l'apprentissage d'une langue étrangère représente intrinsèquement une confrontation avec l'altérité linguistique. La langue cible peut apparaître comme bizarre à bien des égards, donc phonétique, syntaxique, sémantique et pragmatique. Et cette perception d'étrangeté peut transformer donc l'entreprise en une aventure périlleuse qui requiert non seulement endurance et engagement prolongé, mais surtout une solide confiance en ses capacités langagières. Cette exigence devient particulièrement prégnante dans le développement de la compétence conversationnelle. Comme le disait Roland Barthes, celle-ci est, je cite, dangereuse, immédiate et elle ne se reprend pas. L'oralité impose une spontanéité irréversible et toute erreur, toute hésitation, toute maladresse est exposée sans filet, contrairement à la réflexivité permise par l'écrit. Dans un tel contexte, la confiance en soi n'est pas un simple facteur motivationnel parmi d'autres, elle constitue la condition sine qua non de la prise de risque linguistique et in fine de la progression orale. C'est précisément dans cette perspective que se situe cette étude sur la pratique de l'oral chez les locuteurs koweïtiens apprenant le français langue étrangère. À travers une étude de cas empirique, donc fondée sur des observations directes et des entretiens semi-directifs menés au Koweït auprès d'étudiants universitaires issus d'un contexte bilingue, donc arabe et anglais, je propose cette analyse des obstacles spécifiques à l'acquisition du français parlé ainsi que quelques pistes de remédiation dans lesquelles la restauration et le renforcement de la confiance en soi occupent une place principale. Dans cette présentation, donc, je procéderai en 5 temps. Après un bref cadre théorique, je présenterai le contexte koweïtien et ses défis, puis les résultats d'une étude empirique avant d'examiner les stratégies pédagogiques avec un accent particulier sur les approches centrées sur la confiance en soi et de conclure sur les perspectives d'une didactique adaptative. Donc, sur le plan théorique, la didactique de l'oral s'est longtemps développée en opposition à celle de l'écrit.
Il y a Béglin qui distingue pardon, des tendances assimilatrices et dissimulatrices qui soulignent la spécificité irréductible de l'oralité. Nonon parlait déjà d'un chantier à ouvrir pour la didactique de l'oral. Weber, donc, pour une didactique de l'oralité, propose une approche systématique intégrant dimensions interactionnelles, pragmatiques et affectives. Sicurel et l'ouvrage collectif de Ravazzalo insistent également sur l'analyse des pratiques réelles de classe. Donc l'oral est un espace de co-construction du sens en temps réel et où la dimension affective joue un rôle déterminant. Au Koweït, les étudiants donc universitaires évoluent dans un environnement linguistique complexe qui est marqué par la diglossie arabe, donc dialecte koweïtien versus Fosha, et la dominance de l'anglais dans l'enseignement supérieur, donc, et l'introduction du français comme L3 et non comme L2. Et ce trilinguisme émergent va complexifier un répertoire déjà chargé et où les interférences cross-linguistiques entre systèmes typologiquement distants, l'arabe sémitique, l'anglais germanique et le français roman, peuvent à la fois faciliter mais également entraver l'acquisition. Donc, les obstacles à l'oral se déploient sur 3 plans interconnectés. Linguistiquement, il y a les difficultés phonétiques et prosodiques qui sont majeures, l'absence de voyelles nasales en arabe et en anglais, la réalisation problématique du reuvulaire, souvent guttural ou roulé, le rythme syllabique de l'arabe versus rythme accentuel lié du français, les liaisons, les élisions difficiles. Ces interférences peuvent réduire la fluidité et l'intelligibilité. Psychologiquement, l'oralité peut amplifier l'anxiété langagière, la peur de l'erreur, la crainte du jugement négatif et la notion culturelle de perte de face conduisent à des stratégies d'évitement. Il y a des silences, le recours excessif au code switching vers l'arabe ou l'anglais ou abandon progressif des cours. Dans le contexte éducatif koweïtien, souvent marqué par un respect de la hiérarchie et une valorisation de la perfection formelle, ces mécanismes inhibiteurs sont particulièrement puissants. Pédagogiquement, l'enseignement traditionnel du FLE va privilégier encore la grammaire et l'écrit, avec une exposition orale limitée et peu d'activités authentiques. Au cœur de ces 3 dimensions, donc, se trouve un facteur transversal et déterminant, donc la confiance en soi. Et lorsque celle-ci est faible, les difficultés linguistiques deviennent insurmontables et l'anxiété s'amplifie et la pratique orale se réduit. À l'inverse, une confiance en soi, donc renforcée, peut permettre aux apprenants de transformer les entre guillemets périls de l'oral en opportunités de croissance. Le plaisir d'apprendre et d'utiliser la langue pourrait agir comme un puissant contrepoids à l'anxiété et constituerait un prédicteur plus fiable de la réussite orale que la seule compétence linguistique. Sur cette étude, donc, en tout cas que je propose, elle repose sur des observations participantes lors de séances de conversation structurées et sur des entretiens semi-directifs individuels et collectifs enregistrés auprès de 200 étudiants de niveau A1 à B1 du CECRL à l'Université du Koweït. L'étude a commencé l'année dernière et donc elle s'est étalée sur 3 longs semestres. Les activités proposées s'inspiraient des épreuves donc, de production orale du DELF, allant donc du A1 jusqu'au B1, et les résultats confirment et nuancent les cadres théoriques. Les apprenants rapportent massivement un sentiment d'étrangeté linguistique face aux structures françaises, le français qui sonne bizarre, les phrases qui tournent un peu à l'envers, associées à une forte anxiété liée à l'irréversibilité donc de la parole, les interférences phonologiques, désanalysation des voyelles nasales, réalisation gutturale du re, intonation inappropriée, et les blocages donc lexicaux en situation de face-à-face sont très, très récurrents. Les blocages lexicaux en situation de face-à-face se manifestent par des pauses silencieuses donc prolongées, des hésitations du type des reformulations ou un recours au code mixing, insertion d'éléments arabes ou anglais, yani, sorry, wait, I mean. Les mécanismes donc, et les phénomènes sont exaspérés donc, en interaction où la pression temporelle et la nécessité donc d'adapter son discours à l'interlocuteur vont saturer la mémoire du travail. Un constat particulièrement saillant, c'est la dissociation entre compétences écrites et orales. De nombreux étudiants dont le niveau écrit est satisfaisant, donc A2-B1, manifestent un blocage oral marqué. Et cette dissociation s'explique
en grande partie par un manque de confiance en soi. L'écrit, donc, qui permet une forme de planification lente et une correction a posteriori qui préserve la face, tandis que l'oral expose immédiatement les faiblesses et menace l'image de soi. Les entretiens révèlent que les apprenants les plus inhibés sont ceux qui expriment le plus faible sentiment d'auto-efficacité. Je ne suis pas capable de parler français, j'ai peur de faire rire les autres, etc. Et à l'inverse, les quelques étudiants qui rapportent un niveau de confiance plus élevé montrent une plus grande volonté de communiquer, davantage d'autocorrection constructive et une progression plus rapide. Ces résultats soulignent donc que la confiance en soi n'est pas seulement un effet de la compétence, elle en est aussi un puissant levier. Face à ces obstacles, donc, je plaiderai pour une didactique adaptative et holistique dans laquelle le renforcement de la confiance en soi devient l'axe central. Il conviendrait, par exemple, de déconstruire les représentations négatives d'étrangeté et de bizarrerie de la langue française ou de la langue cible, et des discussions collectives, métalinguistiques et interculturelles permettraient de repositionner le trilinguisme comme une ressource plutôt que comme une surcharge, en phase avec donc l'approche plurilingue du CECRL. Et cette valorisation de la diversité linguistique peut contribuer directement à restaurer donc le sentiment de légitimité langagière et par là même la confiance en soi. Il serait également opportun de privilégier des activités interactionnelles authentiques à faible enjeu affectif sur des thèmes proches de la vie étudiante coétienne, les études, les loisirs, les projets professionnels, ce qui permettrait peut-être une prise de parole progressive sans pression excessive du jugement. L'analyse guidée d'enregistrement, donc ça peut être les siens, on va dire, et ceux de pairs, doit se concentrer non pas sur les erreurs, mais plutôt sur les ressources communicatives déjà mobilisées, renforçant ainsi le sentiment d'auto-efficacité. Dans le même sens, l'intégration explicite de la dimension affective est indispensable. Je fais référence à Weber. La création de règles explicites de bienveillance, de feedback constructif, de normalisation donc de l'erreur comme indice plutôt d'apprentissage constitue le socle sur lequel peut se construire la confiance. Des techniques simples, des techniques de respiration, de visualisation positive, d'enregistrement auto-évalué en dehors de la classe aussi, réduisent l'exposition immédiate au jugement et permettent une désensibilisation donc progressive. Enfin et surtout, il serait judicieux de proposer une pédagogie des forces centrée sur la psychologie positive plutôt que de focaliser sur donc les déficits, les interférences, les hésitations, les blocages. L'enseignant peut identifier et amplifier les ressources individuelles de chaque apprenant, bonne maîtrise de l'écrit comme tremplin vers l'oral, compétences métacognitives développées en anglais, motivation instrumentale liée à des projets professionnels, donc la diplomatie, tourisme, commerce avec la francophonie, ou une sensibilité donc culturelle. Concrètement, cela pourrait se traduire donc par des portfolios oraux avec les étudiants. Et donc, c'est eux, au fait, qui documenteraient leurs propres progrès, donc des enregistrements successifs d'une même tâche, une tâche qui s'enrichit, au fait, au fur et à mesure que les cours avancent et donc que les acquis, entre guillemets, donc s'enrichissent. Et ils réfléchissent donc à leur propre stratégie réussie plutôt qu'à leurs faiblesses. Des activités de peer feedback positif structuré, donc ce n'est pas seulement l'enseignant au fait qui évalue, ça peut être aussi les camarades de classe, ça peut être aussi une auto-évaluation, donc avec les enregistrements préalables, etc., et repris au fur et à mesure du semestre. Et la transformation des périls de l'oral en opportunité. On analyse donc collectivement une hésitation comme une stratégie légitime de gain de temps ou une interférence phonologique comme une trace enrichissante du plurilinguisme donc, et des variétés de français. En restaurant donc la confiance en soi et en cultivant le plaisir des langues étrangères, cette approche romprait le cercle vicieux, donc anxiété, évitement, stagnation, et elle valoriserait une progression donc plus sereine, durable et motivée intrinsèquement. Et la confiance en soi deviendrait ainsi non seulement un moyen, mais bien la clé de la réussite à l'oral en FLE.
Donc, en conclusion, l'apprentissage de l'oral du français par les étudiants koweïtiens révèle la complexité multidimensionnelle donc, de cette compétence. Cette étude empirique souligne que les obstacles linguistiques, psychologiques et pédagogiques ne peuvent être surmontés durablement sans une pédagogie qui place la confiance en soi au cœur du dispositif. Et comme le rappellent les travaux de Beglin, Nonan, Weber, Sicurel, etc., l'oral n'est pas un simple prolongement de l'écrit. Il constitue plutôt un espace privilégié de rencontre avec l'altérité, à condition de l'accompagner avec pertinence, bienveillance et une attention soutenue à la dimension affective. Donc, une didactique adaptative contextualisée aux réalités du golf de façon générale et centrée donc sur le renforcement de la confiance en soi permettrait non seulement d'améliorer les performances orales, mais aussi de contribuer à une francophonie inclusive et vivante dans la région. Je vous remercie de votre attention et je reste à votre disposition si vous avez des questions. Merci. Merci beaucoup, Sana Sassi, pour cette présentation qui, alors je parle en mon nom propre, mais je pense que je dois parler au nom de tous mes collègues de Sorbonne Abu Dhabi, résonne énormément avec notre public et nos difficultés et nos réflexions au sein d'équipe également. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc maintenant, nous allons ouvrir une discussion de 20 minutes donc autour de vos présentations communes. Alors, je vous propose, je vais, donc déjà, pour l'auditoire en ligne, vous pouvez poser vos questions, dans le chat. Il y en a déjà certaines qui sont apparues. Et peut-être pour, ouvrir, la réflexion, je vais commencer par, quelques questions générales. Donc, pour commencer, hem Première question, à partir de vos expériences et de vos contextes institutionnels et géographiques, de quelle façon ressentez-vous la contrainte du contexte hétéroglotte? Pour revenir sur la problématique principale du colloque. Alors, je ne sais pas si, enfin, je vous donne la parole ou quelqu'un veut prendre la parole spontanément. Bon, on va faire dans l'ordre sinon. Sébastien Devresse. Alors, j'ai trouvé ça assez intéressant ce que expliquait Madame Sassi, notamment le fait d'avoir plusieurs langues qui s'entrecroisent dans l'apprentissage du français. Et c'est vrai que dans ce que j'ai vu à travers le monde, c'est surtout en fait la langue de référence qui sert d'appui dans l'apprentissage de la langue. J'ai été surpris aussi de voir ça en Inde, j'ai été surpris aussi de voir ça même dans les pays hispanophones où la langue est proche du français. On se dit, bah, un apprenant va s'appuyer, on va dire, spontanément sur l'espagnol, alors bien sûr pour certains mots, mais en tout cas sur certaines structures, par exemple le je suis 18 ans, qui est quelque chose qu'on entend assez régulièrement chez nos apprenants, on le retrouve dans le public hispanophone, alors que la structure est identique à celle du français. Donc c'est vrai que cette dimension, on va dire, de la langue de référence, souvent, et plus précisément l'anglais, elle est sous-estimée dans l'apprentissage des langues. Et je trouvais que ce que Madame Sassi disait était assez pertinent dans ces difficultés de la troisième langue apprise, on va dire, quoi, ou la deuxième langue apprise. Euh, oui, je ne sais pas si vous voulez rebondir. Oui, au fait, juste pour peut-être compléter et vraiment partager avec vous aussi un témoignage par rapport à mon expérience personnelle. Euh, Moi, j'ai l'impression que dans la tête, en tout cas, de mes étudiants, il y a trois compartiments. Il y a le compartiment de la langue arabe, il y a le compartiment de la langue anglaise, et puis il y a un troisième compartiment, celui de la langue française. Et donc, chercher à connecter, chercher des liens de connexion entre ces langues est très, très difficile. Et je pense que le rôle de l'enseignant, parce que ça permet aussi d'apaiser et de rassurer, c'est de montrer qu'il y a des connexions entre ces langues et que le fait de parler justement une ou deux langues au préalable de l'apprentissage donc d'une langue étrangère, dont le français, c'est plus un atout qu'un frein au fait. Et donc de se dire, euh, j'apprends quelque chose de nouveau, mais je n'apprends pas, j'apprends pas à partir de rien, j'apprends
à partir d'une base qui compare pour pouvoir dire que tiens, ça se ressemble, pour comparer, pour dire que ça, c'est complètement divergent et pouvoir ensuite recompartimenter peut-être dans sa tête pour pouvoir se dire, oui, au fait, pour pouvoir construire une logique qui correspond donc à la langue cible. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Bon, peut-être pour rebondir aussi sur, mon expérience personnelle et quelques travaux que j'ai menés, auprès de mes apprenants, arabophones et anglophones. C'est vrai que même pour, enfin, vous parliez tout à l'heure de la confiance, c'est vrai même pour dédramatiser l'erreur, en fait, c'est important qu'ils comprennent pourquoi ils les font et c'est vrai que, bon, Sébastien évoquait le, «Je suis, 20 ans», par exemple, ouais, qu'on a tous entendu. Mais à partir du moment où ils comprennent pourquoi, ils font cette erreur et que c'est pas quelque ch que c'est quelque chose de systématique parce qu'ils pensent dans une autre langue et que c'est tout à fait normal, c'est vrai que c'est quelque chose en fait qui fait prendre confiance puisqu'à partir du moment comme vous parliez de recompartimenter, c'est exactement ça. Il faut déconstruire pour reconstruire finalement, Construire. mais Oui. en se disant: «Avec nos langues, on est plus riche et on peut comprendre pourquoi on fait ces erreurs-là» et c'est ça Ouais. qui est magnifique dans le plurilinguisme. Est-ce que, Mabrouka, veut intervenir? Je ne sais pas si elle a pu se reconnecter ou je ne sais pas, l'état de sa connexion internet. Oui, Mabrouka, vous êtes, avec nous? Euh, oui, je vous entends. Ah parfait, bon bienvenue de nouveau. Merci. Désolée pour le petit souci technique. Donc voilà, nous étions en train de, d'échanger auprès de enfin autour de, dans votre contexte, de quelle manière vous ressentez, la contrainte du contexte hétéroglotte? Je ne sais pas si vous vouliez rebondir là-dessus. Je sais, est-ce que vous m'entendez? D'accord, donc le français est une langue étrangère. Donc le profondeur de la classe, donc on regarde pas, on regarde rarement des chaînes dans YouTube. On va donc directement on va suivre notre prof, on va parler comme un livre. C'est ça la contrainte. Donc, on ne pourrait pas parler comme des natifs. On est donc vraiment donc on fait pas même l'opposition entre des situations formelles et informelles. On garde toujours. Non, on a encore un petit problème d'internet. Je suis désolée, Mabrouka. Situation formelle, on parle toujours le standard, quoi. Donc, animaux et avec des erreurs, on prend mal. Peut-être, est-ce que vous pourriez peut-être écrire dans le chat? Parce qu'on vous entend, enfin, on a entendu des bribes et on a compris la relation avec votre présentation tout à l'heure, justement, sur l'utilisation de la langue standard dans les manuels. Est-ce que vous pourriez peut-être écrire votre intervention dans le chat? Parce malheureusement, on n'entend pas complètement. Je suis désolée. Donc peut-être pour rebondir sur le français dit standard. Alors, à votre avis, donc c'est une question que je pose à tous les trois, quelle est l'importance qui est accordée aujourd'hui à la complexité de l'oral dans ses différentes dimensions? On a donc de la communication non verbale, on a parlé de différentes spécificités de l'oral, de français parlé ce matin, de variations géographiques. Et donc, selon vous, le français standard est-il toujours la norme? Donc, je pense que non au niveau de vos présentations, mais voulez-vous rebondir sur cette deuxième question, sur l'importance accordée à la complexité de l'oral aujourd'hui dans nos pédagogies? Alors, je ne sais pas si Sébastien, vous Hmm. voulez réagir. Alors, sur la communication non verbale, il y a eu des adaptations qui ont été faites dans certains pays où c'est vrai qu'il y a des grandes différences culturelles sur comment compter, enfin, par exemple, j'ai vu aussi dans certaines méthodes qui ont été utilisées, je crois que c'est à Taïwan, où on apprenait l'apprenant à faire la bise. Donc, c'était des choses qui m'avaient surpris, on va dire, quoi, et parfois aussi certaines... alors, pas tant la... Enfin, c'est plus des interjections, des réactions qu'on doit réussir à avoir pour peut-être se rapprocher d'un français standard, on va dire, compréhensible par tout le monde.
parce que parfois, en fait, on peut avoir une réaction qui peut être mal interprétée. Ça, c'est quelque chose que j'ai pu remarquer. Et après, ça dépend aussi dans la zone géographique où on se trouve. C'est-à-dire que, alors, je dirais, on va dire le français standard en France, au Canada ou dans un pays d'Afrique francophone est forcément différent, hein, ou même dans les pays du Maghreb, forcément, oui. Oui, Sana, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Alors, juste pour moi en tout cas, je considère que quand on parle de français standard, ça veut dire que d'office on catégorise et on se dit qu'il y a d'autres français. Donc, s'il y a le français standard, qu'est-ce que le français standard? Est-ce que c'est le français oral parlé? Est-ce que c'est le français qu'on peut utiliser même à l'écrit? Ou est-ce que c'est le français qui n'est pas formel, qui n'est pas soutenu? Qu'est-ce que finalement, comment définir le français standard qui, selon moi, évolue? Parce que mon français standard ne correspond absolument pas au français standard de ma nièce ou de mes neveux. Donc, je pense qu'il y a un problème au niveau aussi des générations. Et je trouve ça intéressant dans le sens où ça reste riche et en mouvance, en perpétuelle mouvance. Et donc, je dirais pas d'une année à une autre, mais je dirais peut-être que d'une génération à une autre, ces appellations peuvent évoluer dans leur sens. Et donc, ce qui paraît, je regardais l'autre jour, au fait, une vidéo sur l'INA, une vidéo qui date de 1973, je crois, où il y avait des enfants qui parlaient, mais qui parlaient d'un français très, très soutenu. Mais je me suis dit, oh, mais on ne parle plus comme ça aujourd'hui. Donc, était-ce leur français standard ou est-ce que c'était le français soutenu qui était comment vous dire, c'était la manière de parler en français? Est-ce qu'il fallait parler ce français? Est-ce qu'il y avait une catégorisation avant des différents français, etc. Donc, je ne sais pas, je trouve que déjà l'appellation elle-même, elle porte, elle est sujet à, elle ouvre au fait une discussion. Mais en tout cas, ce que je remarque, maintenant je reviens sur le terrain, et ce que je remarque par exemple par rapport à mes étudiants, alors c'est vrai que la phrase je veux parler comme on parle dans la rue en français, si je parle avec un français, comment je parle, comment je dois parler. Et au fait, ce que j'essaye en tout cas, ce que c'est ma façon d'interpréter en tout cas l'enseignement du français et c'est ma stratégie dans l'enseignement. J'essaye de leur expliquer que s'ils ne passent pas par les règles de grammaire, entre guillemets, ils ne pourront pas au fait se libérer de ces règles. Il faut d'abord comprendre, donc avoir un socle ou avoir une base pour pouvoir ensuite se dire ça c'est la base, mais en réalité, mais dans la vie de tous les jours, cette base-là qui est là, elle peut aussi se présenter de diverses façons. Enfin, je sais pas, c'est comme on avait des personnages et ces personnages-là, ils peuvent être habillés de différentes façons. Pour autant, ils restent tous, enfin, ouais, ça reste des humains, quoi. Je Non, sais tout pas à si fait. ça apporte quelque chose, mais Alors c'est Sébastien, compliqué. non, je suis complètement d'accord, on a un petit peu les mêmes problématiques chez nous. Je vais laisser Sébastien répondre puisqu'il veut rebondir Je et voulais, après je rebondirai aussi. je voulais juste ajouter un point, en fait, c'est-à-dire que nous, en tant qu'éditeur, c'est vrai qu'on crée des manuels qui doivent correspondre, on va dire, à un public assez large, aussi bien d'enseignants et que d'apprenants. Et c'est vrai que dans la méthode prêt-à-parler telle quelle, ce qui a été important, en fait, étant donné qu'on utilise des chunks, donc où on met en avant, on va dire, le français parlé, c'est le contexte qui va définir à quel moment je peux dire ça et à quel moment je peux dire ça. Et en fait, c'est évolutif en fonction du niveau. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu comme un puzzle qu'on monte avec des pièces au fur et à mesure, quoi. Et je reviens, je suis parfaitement d'accord, hein, où l'objectif en tant qu'éditeur et bien sûr en tant que professeur, c'est surtout de réussir à transmettre la capacité de jongler entre ces différentes manières de parler en français, oui, et à qui on parle. Oui, tout à fait. Et moi, quelque chose que je trouve assez paradoxal finalement, c'est que pour nos étudiants, là, quand on parlait du français, français parlé, etc., pour nos étudiants, la difficulté ultime pour eux est de parler comme un vrai français. Donc, en fait, à leur âge, dans leur classe sociale, bah, d'interagir de manière jeune et donc de manière informelle. Tandis que
Bah, paradoxalement, en fait, donc c'est quelque chose de très difficile pour eux, quelque chose qui est facile pour un natif, mais donc difficile pour eux. Et paradoxalement, nous, on souhaite aussi qu'ils puissent interagir, notamment dans un contexte universitaire, en ce qui nous concerne, d'une langue très, on va dire, beaucoup plus soutenue. Et on a un peu un arc, je trouve, de la difficulté, c'est-à-dire qu'en fait, le familier, qui finalement bah, est censé être le plus facile pour un natif, mais devient aussi compliqué qu'un C1 pour un étudiant bah, qui apprend le français. Et on a exactement la même chose pour revenir à ce que vous disiez, Sana. Nous aussi, ils veulent nous dire wesh mec, ça va. Voilà, ils veulent nous parler comme ça. Et l'important, c'est de leur faire comprendre l'importance bah, en fait, du cadre social aussi. Parce que certes, c'est drôle entre eux, mais bah, en fait, s'ils font ça en France, dans n'importe quel contexte, ils vont pas passer pour les francophones qu'ils souhaitent passer. Être, oui. Donc, on va prendre les questions donc du chat. Donc, on avait une question d'abord de Mohamed qui dit que je crois que l'enjeu à l'oral, donc c'est pour Sébastien, je crois que l'enjeu à l'oral est de pouvoir répondre à la question suivante. Quelle langue enseigner en oral dans le contexte plurilingue? Est-ce que la langue décontextualisée ou la langue familière? Et est-ce que la focalisation sur l'écrit ne constitue pas une intention directe de vouloir fabriquer des élèves qui parlent comme des livres? Donc, on en revient un petit peu aussi à la présentation de Mabrouka. Mabrouka, qui voulait intervenir? On vous laisse la parole. Oui, c'était quoi la question, pardon? Bah, en fait, c'est une question pour Sébastien, mais vous leviez la main, donc je pensais que vous vouliez intervenir. Non, Bah, c'était par rapport au standard et la norme. oui. Ouais, on vous écoute. Et pendant ce temps, Sébastien, vous pouvez préparer votre réponse peut-être pour cette question, puis vous qui était spécifique pour vous. Donc sur le standard et la norme, oui, on vous écoute, Mabrouka. Qu'est-ce que vous souhaitiez ajouter? Je parle donc, de la Tunisie, donc pour nous, c'est le standard et la forme idéalisée. On doit donc suivre les manuels et qui imposent le standard. C'est-à-dire, on ne doit pas, donc on ressent pas donc la liberté vraiment de s'exprimer. On est donc imposé de parler comme les livres et tout. Mais c'est un besoin de s'émanciper des règles de la syntaxe et de la grammaire et tout. Je sais pas si j'ai bien entendu Si, la si, question. si, merci beaucoup. Merci beaucoup pour avoir rebondi sur cette question. Donc, Sébastien, est-ce que vous voulez répondre à la question directement donc, de Mohamed? Bah, justement, un des objectifs des auteurs et une volonté aussi de Maison des Langues était justement de sortir de cette norme écrite qui était très présente justement dans les manuels pour mettre de l'oral dans les manuels. L'idée, c'est d'avoir un guide, on va dire, une orientation aussi bien pour le prof que pour l'élève, et avec justement la phraséologie, donc le système de chunk. Alors en fait, il y a trois axes hein, dans cette méthode qui permet justement aussi, pour revenir par rapport au système de confiance qui a été proposé ou présenté par Madame Sassi, on a les textes lus qui permettent justement aussi à l'apprenant en fait de bien voir qu'il y a une différence entre ce qui est écrit et ce qui est en fait on amène toujours l'oral quoi. Donc le texte lu permet justement à l'apprenant de prendre confiance entre ce qu'il voit, ce qui est écrit et de ce qu'il entend pour pouvoir le reproduire les sons qu'il entend. Le deuxième point justement pour remettre de la confiance, c'est le système d'étiquette ou de proposition, c'est-à-dire que on a fait un constat que certains élèves ont des difficultés ont moins de facilité. Donc, on intègre, on va dire, dans la proposition pour l'acte de parole des propositions. L'apprenant qui a moins de difficultés va pouvoir rebondir plus facilement. Et enfin, il y a tous les chunks qui sont proposés, qui sont des expressions, on va dire, des phrasèmes, qui permettent, qui sont enfin, des morceaux de phrases clés en main dans des contextes, on va dire, quoi. Donc voilà, cette idée-là, justement, est de sortir de cette norme habituelle qu'on peut retrouver dans les manuels pour justement mettre de l'oral dans les méthodes de FLE, on va dire, quoi. Ça a été un peu l'objectif des auteurs.
Merci beaucoup pour cette réponse. Alors, je suis désolée, on va devoir conclure parce que le temps vole. Et alors pour les questions qui sont dans le chat, vous allez avoir, vous pouvez les poser directement, en fait, aux intervenants. Peut-être que ce sera peut-être plus facile pour avoir vos réponses, puisqu'il y avait des questions encore très intéressantes dans le chat. Et donc je vais devoir conclure, cette table ronde, et on va enchaîner Pardon. directement. Oui? Ouais, pardon. Ouais. Julia, juste sur les questions, si je peux juste rebondir sur une chose que je n'ai pas dite dans ma com, et Oui. juste ça peut aider. Alors, il y a une question qui a été posée par rapport à l'outil, au fait, utilisé. Et effectivement, j'ai utilisé le Foreign Language Classroom Anxiety Scale, et c'est en 33 items, sauf que je l'ai utilisé en simplifié. J'ai utilisé à peu près 20 items qui sont pour évaluer au fait l'anxiété générale, l'anxiété orale et l'anxiété culturelle. Et ce sont des questions qui ont été posées à mes apprenants, donc qui sont arrivés bleus. Pas au début, au bout de la 4e semaine donc de cours, et ensuite ça a été reposé aux mêmes apprenants à la fin du premier semestre, donc on est en fin A1, début A2, et ça a été reposé donc aux mêmes étudiants, mais avec d'autres items. Au fait, les items se développent, et donc la comparaison des statistiques, c'était de voir un petit peu si leurs réponses étaient les mêmes en fonction de la progression en fait de leur apprentissage. Donc c'est ça qui a permis de savoir, donc ça répond un petit peu à la première question. C'est pas un effet, mais c'est plutôt un levier, parce que partager avec eux aussi leurs résultats et voir un petit peu comment ils progressent, ça leur permet justement de gagner en confiance et donc d'avancer davantage. Pardon pour cette minute. D'accord, merci beaucoup. Non, mais ça nous permet de bien conclure et puis d'avoir à l'esprit vos outils, qui est important. Mais je vous remercie à tous les trois pour ces échanges que j'aurais aimé plus longs.